Alors maintenant, le Venezuela. Naturellement, c'est je pense, l'affaire de l'année. C'est totalement spectaculaire. Totalement spectaculaire. C'est quand même, on a vu un président, un chef d'État, qui a été enlevé et sorti de son lit en pyjama et qui a été kidnappé et transféré vers un pays étranger. Et nous avons vu ça en direct. Alors, ce n'est pas la première fois. Ça s'est déjà passé au Panama. Mais quand ça s'est passé au Panama, c'était, je crois, durant les années 90, il n'y a pas eu de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas, etc. Donc, c'était pas, ça n'a pas eu le même, ça n'a pas frappé l'opinion publique mondiale. Ça n'a vraiment pas frappé l'opinion publique mondiale. Cette fois-ci, c'était en direct. Il y a la magie des réseaux sociaux et les gens étaient tout simplement choqués de voir Maduro qui, il y a une semaine, comme Nicolas Maduro, il y a une semaine, il insultait Donald Trump, il lui a dit, si tu es un lâche, viens m'affronter, viens me chercher. Et comme par hasard, Donald Trump, il est vraiment parti le chercher. Donc c'est quand même incroyable. Alors, je cherche le nom de Noriega. Voilà, Noriega. Noriega. La première fois, la dernière fois que les États-Unis d'Amérique ont enlevé et, pardonnez-moi. J'ai un petit problème, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je voulais juste vous donner la date exactement. C'était, je crois, en tout cas, les années 90. Je voulais juste chercher. Voilà. Il s'appelle Manuel Noriega. Qu'est-ce que j'ai un problème d'internet ou quoi? Bon, apparemment j'ai un problème de connexion. Donc ça s'est déjà passé avec le président du Panama. Peu importe les dates, on vous les donnera tout à l'heure. Que penser de l'affaire Maduro? Personne ne peut approuver la méthode. C'est une violation claire, nette et précise du droit international. Claire. On peut pas approuver la méthode. La méthode, c'est une méthode mafieuse, immorale. Ceci dit, on va pas pleurer Nicolas Maduro. Personne ne va pleurer Nicolas Maduro. D'ailleurs, même ses propres alliés n'ont pas pleuré Nicolas Maduro. Et ce qui est étonnant dans le cas de l'Algérie, c'est que l'Algérie et le Venezuela, on avait... Ah, merci beaucoup pour la prière. Je ne sais pas ce que ça signifie, Bilal, mais merci beaucoup pour ta prière, ou c'est une étoile apparemment qui nous a été adressée. Merci beaucoup. Donc, personne ne va pleurer Nicolas Maduro. Si vous avez remarqué, l'Algérie, par Abdelmadjid Tebboune, avait des liens fraternels avec Nicolas Maduro. Abdelmadjid Tebboune, il a invité le président du Venezuela à 2 reprises en Algérie, en 2022 et en 2024. En 2022, quand il est arrivé, on lui a déroulé le tapis rouge. Et Abdelmadjid Tebboune le qualifiait de frère. Et Nicolas Maduro n'avait pas tari d'éloges sur Abdelmadjid Tebboune. Et un lien d'amitié s'était créé entre eux, un lien sincère. Tebboune avait promis un vol direct entre Alger et Caracas. Il y avait des domaines de coopération économique qui avaient été mis en place. Maduro l'a demandé à l'Algérie, au régime algérien entre guillemets, parce qu'il s'adressait beaucoup plus à Tebboune qu'au peuple algérien, d'accompagner le Venezuela dans la reconstruction de son secteur pétrolier. Donc il y avait des liens d'amitié et de coopération et de partenariat. Le Venezuela, pour davantage plaire à Abdelmadjid Tebboune et pour gagner ses faveurs, ça a renforcé son soutien au Polisario, au mouvement indépendantiste Polisario qui demande l'indépendance occidentale et qui lutte contre le Maroc. Donc entre le Venezuela et l'Algérie, il y avait une véritable lune de miel. Il y a eu des sessions de coopération, etc. Il y avait un véritable partenariat. Tebboune, pas un mot. Pas un mot. Bien sûr, soyons réalistes. C'est pas Tebboune qui va demander qui va pouvoir libérer Nicolas Maduro de sa détention aux États-Unis d'Amérique, mais au moins une dénonciation. Au moins tu lui dis, pire encore, l'APS, au lendemain de l'enlèvement, le jour même, pas le lendemain, le jour même de l'enlèvement de Nicolas Maduro, elle n'a même pas parlé d'enlèvement. L'APS, l'agence de presse étatique algérienne, elle a parlé d'arrestation. Or, il n'a pas été arrêté. Un État étranger ne peut pas arrêter un chef d'État étranger. Les États-Unis d'Amérique n'ont aucune autorité sur le Venezuela. Le Venezuela est censé être un pays indépendant. Si le président du Venezuela devait être arrêté, il aurait dû être arrêté par sa propre police, par sa propre armée, par son propre peuple. Donc, quand l'APS, elle met, le président du Venezuela a été arrêté. Elle cautionne indirectement la campagne américaine. Même Donald Trump n'a pas parlé d'arrestation. Il a parlé de capture. C'est-à-dire que le régime Tebboune n'a même pas osé qualifier l'enlèvement d'enlèvement. Donc, non seulement il n'y a pas eu solidarité à l'égard du Venezuela, il n'y a pas eu de condamnation,
Il n'y a pas eu de dénonciation, alors que l'Iran et la Russie ont dénoncé, etc. Mais bon, on va dire que l'Iran et la Russie sont plus puissants que Tebboune. Ils peuvent au moins essayer de défier les États-Unis d'Amérique. Mais la leçon de l'attitude algérienne, c'est quoi? C'est que les dictateurs, entre eux, ils sont pas solidaires. Les dictateurs entre eux, quand un dictateur chute, personne n'est solidaire avec lui, personne ne le pleure. Qui a pleuré Moubarak? Qui a pleuré Kadhafi? Qui a pleuré Saddam Hussein? Qui a pleuré Bachar al-Assad? Et d'autres. Et la liste, elle est longue. Qui a pleuré Ben Ali? Personne. C'est ça la leçon qu'on doit tirer. La leçon, l'attitude algérienne, l'attitude de Tebboune à l'égard du Venezuela, elle démontre qu'un président, qu'un chef politique, s'il n'est pas aimé par son peuple, s'il n'est pas soutenu par son peuple, s'il n'a pas l'adhésion de son peuple, rien ne pourra le protéger contre une agression étrangère. Regardez Erdogan. Erdogan est autoritaire. Il a eu des dérives autoritaires. Quand il y a eu le coup d'État contre Erdogan, je crois que c'était en 2016, le peuple turc, une partie du peuple turc est sortie, a défendu Erdogan. Là, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations en faveur de Nicolas Maduro. Sur les 28 millions de Vénézuéliens. Combien? Il n'y a même pas eu 100 000 ou 200 000 qui ont manifesté dans les rues de Caracas. Pourquoi? Parce que le pays est en ruine. Parce que Nicolas Maduro, son bilan est catastrophique. On ne pleure pas la chute des dictateurs. Personne ne va pleurer la disparition d'un dictateur. Et là, il faudra qu'en Algérie, on tire la leçon. Il faudra que non seulement tous les dictateurs du monde entier vont tirer la leçon, mais je pense que Tebboune, depuis cet événement, il est en train de réfléchir à maintes reprises. C'est en train de ruminer dans sa tête. C'est que quand on est un tyran, quand on est un dictateur, quand on est injuste, quand on est un haggar, quand on est dans l'arbitraire, ça finit toujours mal. L'histoire de l'humanité, elle est meublée d'exemples. Depuis les pharaons, aux empereurs, jusqu'aux présidents dictateurs, jusqu'aux généraux, etc. En Amérique latine, en Afrique, ou là en Asie du Sud-Est, ou là partout dans le monde, quand un dictateur, il n'est pas aimé et vomi par son propre peuple, et ben il chute. Les conditions de la chute changent. Kadhafi aussi, c'est une agression étrangère. S'il n'y avait pas l'intervention de l'OTAN, est-ce que Kadhafi aurait pu finir massacré et tué? Non. Saddam Hussein, c'est aussi une agression étrangère. Bachar al-Assad, s'il n'y avait pas le soutien de la Turquie, d'autres puissances, il aurait pu aussi, on peut dire aussi c'est une puissance étrangère. On me demande d'abréger parce que je parle lentement. Je sais pas pourquoi. Parce que le sujet, je pense, est important. Bref, ce qu'on pense de Maduro, c'est que c'est une leçon que tous les dictateurs du monde doivent tirer maintenant. Que Donald Trump, c'est pas un modèle de vertu. Mais quand Donald Trump s'attaque à des dictateurs, franchement, on peut le condamner sur le plan de la morale, mais personne ne va pleurer ces dictateurs. Personne ne va les pleurer. Mais les pays qui tiennent debout face aux agressions étrangères, ce sont les pays où il y a un front national, uni, où il y a une cohésion nationale, où il y a une harmonie entre les dirigeants et le peuple. Tant qu'en Algérie, nous, on n'a pas cette harmonie-là, on est exposé à tous les dangers. Autre question? Mais à part le Venezuela, quelqu'un m'a épinglé. Pour toi, si le gouvernement change, est-ce que la frontière ouvre avec le Maroc ou ça va prendre du temps? Non, c'est le régime Tebboune change, c'est Abdelmadjid Tebboune change. Si on a un autre président plus jeune, le conflit algéro-marocain peut être résolu, peut être réglé. Je lui dis Bardock, elle peut être réglée, absolument. Boudiaf, Allah yarhamou, voulait régler ce problème. Mais il n'a pas eu le temps, il a été assassiné. Lui qui était réfugié politique, qui a été longtemps réfugié, exilé au Maroc. Abdelaziz Bouteflika, à son arrivée, il voulait régler le problème. D'ailleurs, à l'époque de Bouteflika, c'était beaucoup moins tendu avec le Maroc. Bien sûr, moi j'ai de l'espoir. Pour moi, le conflit algéro-marocain sera résolu. Un jour ou l'autre sera résolu. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était un motif de légitimité pour les dirigeants, pour les régimes algériens, pour le régime marocain. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de ce motif. Le monde est suffisamment dangereux. L'environnement géopolitique régional est tellement dangereux et les défis auxquels sont exposés le Maroc et l'Algérie sont tellement puissants et importants et même dangereux que les régimes, pour rester en place ou pour justifier une fermeture ou justifier un refus de la démocratisation de leur pays, n'ont pas besoin d'utiliser à chaque fois l'ennemi extérieur. Aujourd'hui, il y a plein d'ennemis. À l'Algérie, elle a plein d'ennemis. Le Maroc, elle a plein d'ennemis. Le terrorisme au Sahel, le réchauffement climatique, les crises économiques, les réseaux criminels, les ingérences étrangères de la part de puissances régionales comme la Turquie, les Émirats, Israël et les autres. Donc les deux pays sont exposés à pas mal de menaces.
Si demain, en Algérie, il y a un président issu de ma génération, il va certainement régler le problème avec le Maroc très facilement. Ceci dit, pour régler le problème, il faut être à deux. Il faut aussi du côté marocain qu'il y ait une volonté politique sérieuse pour tourner la page et pour bâtir un Maghreb et pour faire des concessions et résoudre. Parce qu'il y a des problèmes aussi entre l'Algérie et le Maroc qui sont techniques. Par exemple, les Algériens qui ont été expulsés du Maroc, les années 70, voilà. La coopération sécuritaire, la coopération pour la lutte contre la drogue. C'est des problèmes techniques qui existent, comme les Marocains qui ont été expulsés d'Algérie aussi. Il faudra les aborder. Il y a des problèmes qui sont des dossiers techniques, on peut les résoudre s'il y a une bonne volonté, mais surtout s'il y a deux régimes qui s'acceptent mutuellement et qui comprennent la nécessité de ne plus se considérer comme des ennemis et des adversaires. Yes Falcao, les Marocains ne veulent pas d'ouverture. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Si, les autorités marocaines, en tout cas avec Mohamed VI, il y avait beaucoup de signes d'ouverture. Il a toujours appelé à l'ouverture des frontières, il a toujours demandé la paix avec l'Algérie, il a toujours dit à l'Algérie ne craignez rien, aucun mal n'arrivera à l'Algérie. Et franchement, quand on voit comment les Algériens, Mohamed VI il disait aucun mal, le Maroc n'acceptera jamais que l'Algérie lui arrive du mal parce qu'ils sont pas cons. Mohamed VI c'est très bien. Une Algérie instable, c'est une menace contre la sécurité du Maroc lui-même. C'est une véritable menace. Il faut arrêter. Il y a certains Algériens et Algériens qui croient que le Maroc, son plaisir ou son bonheur est de voir l'Algérie sombrer. C'est complètement con. Les années 90, quand l'Algérie était en guerre civile, le Maroc, il en a beaucoup souffert. Il a fermé sa frontière, etc. Il a imposé les visas. Les Marocains avaient beaucoup peur pour eux-mêmes. Parce qu'il y a la contagion islamiste, la contagion du terrorisme islamiste. C'est comme dans un immeuble. Qui accepte le feu qui est chez ton voisin? Le feu qui s'empare de la maison de ton voisin, il va te menacer toi-même. Donc aucun État ne voudrait que son voisin immédiat et direct, avec lequel il partage des centaines de kilomètres de frontières, nous sommes dans une crise d'insécurité ou une crise qui pourrait plonger ensuite, qui pourrait atteindre, qui pourrait dépasser les frontières. Parce que les dangers de l'insécurité, les dangers de l'instabilité ne connaissent pas des frontières. Ça se propage. On a bien vu comment la menace de Daesh s'est propagée entre 2012, 2013 jusqu'à 2017, 2018. On a bien vu comment la menace Al-Qaïda s'est propagée. On a bien vu comment l'expansion, les ingérences russes, chinoises, turques, émiraties, israéliennes se sont aussi propagées. Donc franchement, il faut rester optimiste, il faut comprendre, il faut être réaliste, il faut comprendre que la sécurité et le développement de l'Algérie vont permettre de renforcer la sécurité et le développement du Maroc et vice-versa. La sécurité et le développement du Maroc va renforcer la sécurité et le développement de l'Algérie. On a bien vu en Union européenne comment la complémentarité entre les pays de l'Union européenne a créé la prospérité et le développement économique en Europe. Pourquoi pas chez nous au Maghreb? Alors, et je vois que beaucoup de gens me posent la question, est-ce que la prochaine cible c'est l'Algérie? Alors, il faut corriger certaines informations. L'Algérie n'a pas de problème avec les États-Unis d'Amérique. L'Algérie n'a jamais eu de problème avec les États-Unis d'Amérique. Il faut vraiment arrêter. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre le Venezuela et l'Algérie? Il y a beaucoup de caractéristiques communes. On risque une faillite économique comme le Venezuela. C'est un danger. Mais on n'a jamais été exposé à des sanctions internationales. Il y avait un embargo déguisé durant la décennie noire sur les armes, etc. Mais il n'y avait pas des sanctions occidentales très dures et déclarées et assumées. La preuve, durant les années 90, le club de Paris, club des pays les plus riches du monde, a prêté de l'argent à l'Algérie. Les armes n'étaient pas vendues ils n'étaient pas vendus officiellement parce qu'il y avait des théories sur le Kitchuki. On accusait l'armée algérienne de commettre des crimes contre la population civile, mais les armes circulaient sur le manteau. Donc, l'Algérie, la différence avec le Venezuela, c'est que l'Algérie n'a pas de problème pour le moment. Pour le moment. Elle n'a pas de problème avec une puissance mondiale. L'Algérie est un partenaire respecté des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ils s'intéressent à l'Algérie depuis l'indépendance. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique ont favorisé l'indépendance de l'Algérie. Ils se sont rangés contre la colonisation française, la position de Kennedy, qui est un grand président américain, qui a soutenu l'indépendance de l'Algérie, je le rappelle. Même si l'Algérie a opté pour le socialisme soviétique, pour même un communisme et un socialisme, pur et dur, à l'époque de Wadi Boumediene, les relations étaient cordiales. L'Algérie a joué un rôle important dans la libération des otages américains, dans l'ambassade américaine à Téhéran. L'Algérie a toujours été partie prenante du dialogue
entre les États-Unis d'Amérique et les pays socialistes du continent africain. Par exemple, l'Algérie, en dépit qu'elle faisait partie du clan soviétique, de l'Union soviétique, mais elle était neutre. Elle était leader du mouvement des pays non alignés. Et elle gagnait le respect des États-Unis parce que l'Algérie est un grand pays, une institution militaire forte, un pays qui n'a jamais fricoté avec les mouvements terroristes, notamment les mouvements islamistes terroristes, un pays qui a une expérience sécuritaire importante, et surtout, dans le développement des hydrocarbures, les Américains, dès le départ, étaient associés. Les Américains n'ont jamais été exclus du marché des hydrocarbures algériens. Donc les relations ont toujours été cordiales. Donald Trump n'a pas de problème avec Tebboune. Tebboune, il ne menace pas Donald Trump. Il n'y a pas de mésentente. Tebboune n'est pas un anti-américain. Au contraire, Tebboune, il a ouvert il est pro-américain. Tebboune, depuis l'arrivée de Donald Trump, il a adopté une stratégie de charme. Il drague les compagnies américaines comme ExxonMobil et Chevron pour qu'ils viennent exploiter le gaz de schiste. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, elle est invitée partout. Récemment, avant la fin de l'année, elle est partie dans le village original qui a connu la naissance de Abdelmajid Tebboune, dans le wilaya je crois que c'est le wilaya de Bayed. L'ambassadrice américaine qui va partir là d'ici le mois de février, qui sera remplacée, elle était hyper bien accueillie, elle était influente, écoutée, considérée. Il y a un dialogue militaire franc et prometteur entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Durant l'été 2025, le numéro 2 de l'armée nationale algérienne, le général major Mustafa Smaili, il a été accueilli sur la base de l'Africom. Il a participé à la cérémonie de l'installation du nouveau commandant de l'Africom, qui a le siège de des armées américaines pour l'Afrique. Les relations sont cordiales. L'Algérie n'a jamais été sanctionnée par une puissance mondiale. L'héritage Tana, la chance, d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'atténuer les dégâts désastreux du bilan Tebboune, c'est que depuis l'époque boumedienne jusqu'à l'époque Bouteflika, l'Algérie a eu une diplomatie intelligente et elle a mis de toutes les grandes puissances. Elle était socialiste, mais respectueuse, ouverte d'esprit, très tolérante à l'égard du capitalisme américain, voire même partenaire dans le domaine des hydrocarbures du capitalisme américain. Elle était méditerranéenne et africaine, mais très ouverte sur l'Occident. Les relations sécuritaires étaient importantes entre les services secrets algériens et la CIA, donc tout se passe bien. Il y aurait eu un danger si on était sanctionné directement par les États-Unis d'Amérique, comme l'était le Venezuela. Le Venezuela, c'est un autre problème. Le Venezuela, il a pratiqué une politique anti-américaine, il a chassé les compagnies américaines, ce que l'Algérie n'a pas fait. Le Venezuela, il s'est beaucoup rapproché de la Chine, de la Russie. Il faut le dire. Donald Trump, pourquoi il a neutralisé Maduro? Parce que Donald Trump ne voulait pas, il n'acceptait pas que le Venezuela devienne une colonie chinoise. C'est contre la Chine et la Russie que Donald Trump a fait ça. Surtout contre la Chine. Il a dit Donald Trump, les États-Unis d'Amérique, le continent américain, c'est l'espace vital des États-Unis. Aucune grande puissance ne doit venir nous concurrencer ou nous menacer sur le continent américain. Donc, il y a des enjeux géopolitiques différents. L'Algérie est l'ami de la Chine, mais on n'a jamais menacé les intérêts américains par les intérêts chinois. Et etc. Merci beaucoup l'équipe, essayez de partager au maximum, on n'est pas nombreux ce soir, mais c'est pas grave, c'est notre retour, c'était la soirée de match, on n'a pas commencé tôt, mais bon, on vous promettra que la prochaine fois, on commencera beaucoup plus tôt. Alors, Yassir Hashmi, pourquoi l'Algérie accorde autant d'importance au dossier du Sahara vu les conséquences? Yassir Hashmi, on a déjà répondu à cette question. Le Sahara occidental pour l'Algérie était une doctrine géopolitique héritée des années 70. Qu'il faut savoir, encore une fois, je le réponds brièvement, que l'Algérie a soutenu le Polisario au Sahara occidental parce qu'il y avait la guerre des sables des années 60. C'est que l'Algérie, dès qu'elle a été indépendante, elle a été attaquée par le Maroc, qui réclamait Tindouf et Béchar. Et cette attaque d'une Algérie indépendante, cette agression, et s'il n'y avait pas le soutien de l'Égypte, de Cuba, et l'intervention de la France pour faire la médiation, par la suite de l'Union africaine, l'Algérie aurait subi beaucoup de pertes. L'Algérie venait à peine de penser ses blessures de la colonisation, et nous avons le voisin marocain qui nous attaque à l'époque de Hassan II. Pour se venger contre Hassan II, pour le sanctionner Hassan II, pour prendre sa revanche contre Hassan II, l'Algérie a soutenu le Sahara occidental. Elle a soutenu le Polisario et l'option de l'indépendance du Sahara occidental. Et donc, c'est resté comme ça jusqu'aux années 90. Maintenant, les dirigeants algériens, bien sûr, ils sont dans l'erreur. On n'est plus dans les années 60, on n'est plus dans les années 70. Il n'y a pas de conflit frontalier entre l'Algérie et le Maroc, puisque depuis
Le tracé frontalier il a été acté, il n'y a plus de revendications marocaines sur Béchar et Tindouf, tout a été enregistré au niveau du secrétariat général des Nations Unies au début des années 2000, en 2002. L'accord de 72 qui a été un rabat, Ifran, il y a pas mal d'accords et de pourparlers qui ont été sanctionnés et qui ont abouti à des accords concrets. Donc là, on devrait changer de politique. Mais malheureusement, les dirigeants algériens, vous savez, ils ont tous dans leur esprit la guerre des sables, les événements des années 70. Ils vivent toujours à l'époque de la guerre froide. C'est pour ça que notre pays, malheureusement, il est mal géré. Allez, on va passer à d'autres visas. D'autres questions, parce que là, quelqu'un m'a pas. J'ai des soucis de PPI visa. Attends, c'est une question importante. Ça, c'est KNS. J'ai des soucis de PPI visa. J'ai dû bloquer mon activité à cause de ça et virer 3 employés. Il y a que ça va, la KNS. Mais s'il te plaît, KNS, est-ce que tu peux donner plus de détails sur ton parcours, sur ton expérience? Voilà, KNS, il illustre parfaitement ce que je décris, ce que je dénonce, ce que moi je raconte dans mes émissions depuis des mois. Le PPI, c'est le programme prévisionnel d'importation. C'est le dispositif qui a été mis en place par Kamel Rizik, sous instruction d'Abdelmajid Tebboune, au début du mois de juillet 2025, pour contrôler, empêcher les entreprises qui produisent, pas les importateurs de produits finis, les entreprises qui produisent des marchandises et des services, d'importer de la matière première ou des équipements de production ou des services pour leur propre fonctionnement. Ces entreprises qui sont dans la production, on leur a dit quoi? On leur a dit, vous ne pouvez plus importer de la matière première, vous ne pouvez plus importer des équipements de production, ni importer des services pour votre fonctionnement, si vous ne demandez pas 2 visas. Un visa au niveau du ministre du Commerce extérieur, et un autre visa qui doit vous être délivré par un autre ministère qui relève de votre, qui a le ministère de tutelle de votre activité. Si c'est une entreprise dans l'agroalimentaire ou dans tout ce qui est agricole, c'est le ministère de l'Agriculture. Si c'est une entreprise dans le produit pharmaceutique, c'est le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Si c'est une entreprise dans les finances, c'est le ministère des Finances. Si c'est une entreprise dans le textile, etc., ou dans la production de pièces détachées, ou dans la mécanique, etc., c'est le ministère de l'Industrie, etc., etc. Cette obligation, depuis le mois de juillet, ce dispositif insensé, il n'y a pas d'équivalent à travers le monde. Peut-être qu'il faut aller même en Corée du Nord, ou là en Érythrée, dans les pays arriérés, où il n'y a pas autant d'obstacles. C'est-à-dire, je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise, l'État, je dois demander l'autorisation de l'État, voire je dois demander un visa, 2 visas à l'État, 2 autorisations à l'État, pour pouvoir travailler, pour pouvoir importer la matière première et créer des emplois et ramener des machines. C'est catastrophique. Moi, ça fait idola في العالم. Le résultat, blocage généralisé de pas mal d'entrepreneurs. Et là, KNS, il le raconte très bien. Ça doit être une petite entreprise. Les petites entreprises ont beaucoup souffert. Ça a été le catastrophe. Une véritable catastrophe. Ça a été une situation vraiment catastrophique. Pourquoi? Parce que les petites entreprises, on les a pas autorisées à ramener des machines, ni à ramener de la matière première. Ils avaient des employés, des charges à payer, etc. Et donc, classe, ils pouvaient pas, sans matière première, sans machine, une machine de production, un outil de production qui tombe en panne, il faut importer un composant, il faut ramener une pièce depuis l'étranger. Si on n'importe pas la matière première, ni des outils de production, on peut pas faire de l'investissement. Donc les usines ne fonctionnaient plus, ne roulaient plus, il faut trouver, donc après avec des scandales de corruption, des cadres du ministère du Commerce extérieur ont été arrêtés, dont une secrétaire de Kamel Rizik, qui avait un lien personnel, pour ne pas dire une relation intime avec lui. Elle a été emprisonnée, on en a parlé, et l'affaire, le scandale a été étouffé, qui prenait des pots de vin pour ramener des PPI et des autorisations et des visas pour les entreprises algériennes. Donc depuis juillet 2025, les entreprises ont fermé, certaines des petites entreprises ont fermé, d'autres ont limogé des travailleurs, d'autres ils ont mis au chômage technique leurs employés, d'autres ils ont dû, des chefs d'entreprise ont fini en prison parce qu'ils étaient obligés de donner des pots de vin. Ça n'a créé que des catastrophes. Que des catastrophes. Merci pour le témoignage, KNS. Si tu peux nous donner plus de détails sur ta mésaventure, marhaba bik. Voilà, Abdou, bonsoir et félicitations pour la qualif. Merci beaucoup, Félix Yes. Marhaba bik, comme Jma'at al-Khair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un, je vous invite, KNS, je vous invite à lire sa publication sur LinkedIn. De quelle publication tu parles, mon cher KNS? Alors, Salamet, le problème, c'est pas Tebboune, mais les militaires. Salamet, moi, je suis pas d'accord. Yes, Salamet. Yes, Salamet. Ou Salam Alik, Salamet.
Les militaires ne s'ingèrent pas dans les affaires économiques. En Algérie, l'argument, c'est la faute à l'armée, Tebboune est une marionnette, c'est un pantin. C'est un argument fallacieux. Ce n'est pas vrai. Saïd Chengriha ne se mêle pas des affaires économiques du pays. Tebboune, il est complètement souverain. L'armée, elle intervient sur les questions diplomatiques, sur les questions géopolitiques, sur les questions de sécurité nationale, sur certaines questions politiques régaliennes. Mais la question, par exemple, la politique économique, les militaires eux-mêmes en souffrent. Les militaires eux-mêmes, ils souffrent des pénuries, des interdictions d'importation, de la dégringolade du dinar, du chômage qui explose, de l'effondrement de leur pouvoir d'achat. C'est pas vrai. Ils n'ont aucun mot à dire. L'armée ne se mêle pas, historiquement parlant, depuis le régime Bouteflika. Les années 90, oui. Fourchedli, oui. Mais depuis le régime Bouteflika jusqu'à aujourd'hui, l'armée ne se mêle pas des questions économiques. Le président de la République en Algérie, c'est lui le décideur. Mais pour noyer le poisson, là, comment dirais-je, pour tuer, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, ou là, pour noyer le problème dans un verre de mystère, d'énigmes et de complot, on dit que c'est l'armée qui veut pas, c'est l'armée qui décide, c'est l'armée qui veut ceci. Mais qu'est-ce que l'armée, elle a d'autres chats à fouetter. La politique économique, c'est Abdelmajid Tebboune et ses ministres et ses collaborateurs. Le véritable pouvoir en Algérie, c'est la présidence, c'est le palais présidentiel. L'armée facilite la tâche à Tebboune. Elle a accepté son deuxième mandat. Elle a aidé pour son deuxième mandat. L'armée, elle a été purgée. Chengriha, il a purgé l'armée. Il a purgé l'armée. Il a mené pas mal de généraux qui étaient pas pro Tebboune, ou qui étaient méfiants à l'égard de Tebboune, ou qui étaient hostiles à Tebboune. Ils ont été mis en prison. Tebboune a vraiment domestiqué l'armée pour Saïd Chengriha, il a domestiqué l'armée pour la mettre au service de Tebboune. Donc je ne vois pas comment l'armée peut être, comment on peut encore une fois justifier ou expliquer la mauvaise situation du pays par ça, c'est l'argument du faible. Comme on n'arrive pas à s'attaquer à Tebboune, comme on n'arrive pas à le changer, comme on n'arrive pas à le remplacer, la faute à l'armée à la bon dos. L'armée à la bande. Et d'ailleurs, le fait que, encore une fois, tout ce qui est, toutes les conneries dans la mauvaise gouvernance du pays, on essaie de les imputer à l'armée. Complètement fou. L'armée voudrait que le pays soit développé. L'armée, ça l'arrange que le pays soit ouvert, développé économiquement, pour qu'elle puisse augmenter ses propres budgets. Les militaires, ils aimeraient bien avoir un dinar bien stable, un pouvoir d'achat fort. Encore une fois, cet argument n'a aucun sens. Merci beaucoup, Chetah, pour tes fleurs et tes dons. Merci beaucoup pour tes cadeaux. Et je remercie tout le monde pour tous les cadeaux et tout leur soutien. Salamet, je parle de l'affaire du Sahara. Ça, c'est autre chose. Oui, hein, moi je parle d'affaires économiques. Sur l'affaire du Sahara occidental, c'est vrai que l'armée a son mot à dire. Ça, c'est vrai. Et pour des raisons historiques et diplomatiques que nous avons expliquées. Alors, Yakoto, je suis étonné que tu vois pas l'offensive qu'en mène le Maroc, même avec l'ouverture des frontières. De quelle offensive tu parles, mon cher Yakoto? Est-ce que tu peux être beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé? De quelle offensive? Moi, je vois pas une offensive particulière. Hein. J'ai pas vu des chars ou des soldats marocains envahir l'Algérie. Moi, j'ai pas vu ça. Maintenant, si tu peux nous expliquer davantage pour qu'on puisse en débattre, mon cher Yakoto. Marhaba bikum Yanes. On veut bien que Tebboune subisse le même. On veut bien que Tebboune subisse le même enlèvement que le président de Venezuela. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Amaj. Moi, je suis contre les changements et les renversements qui sont décidés par les puissances étrangères. Je suis désolé. Moi, je ne partage pas du tout ton point de vue. Je dis bien sûr que, attention, les dictateurs, quand personne ne va les pleurer, on va pas les pleurer comme on n'a pas pleuré tous les dictateurs qui ont chuté, mais on va pas appeler à une intervention étrangère. Le changement en Algérie doit se faire à travers les Algériens et les Algériens. On a bien vu les changements qui ont été opérés par des puissances étrangères. On a vu l'exemple là en Libye, ça a donné un pays morcelé, divisé et par la guerre et ravagé par la guerre, alors que c'est un pays immensément riche. L'Irak, qui a connu un cauchemar qui a duré plus de 10 ans. Le Yémen, avec les ingérences étrangères, maintenant il est menacé de division. Le Soudan. Non, les ingérences étrangères n'ont jamais apporté le bonheur au peuple. Les solutions aux problèmes locaux doivent être des solutions locales. Tebboune, il doit partir si le peuple algérien veut qu'il parte. C'est parce que Donald Trump ou là Emmanuel Macron ou je sais pas quoi. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec cette approche. Elle est dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse. Encore une fois, je vous ai donné des exemples. Tous les pays où il y a des ingérences étrangères, ça a fini mal.
Donc moi, je suis pas du tout parti dans cette méthode, et je pense que nous, les Algériens, on est suffisamment mûrs et intelligents pour faire le changement dans notre propre pays. La pression étrangère, elle peut être utile. Franchement, la pression étrangère, elle peut être utile, bien sûr. Il y a eu des pressions américaines, ou il y a des pressions étrangères, européennes, ou chinoises, ou russes, ça peut déstabiliser un régime autoritaire et ça peut le forcer à faire des concessions ou à procéder à des ouvertures. On peut intelligemment utiliser des pressions étrangères. D'ailleurs, la guerre de libération nationale, on a obtenu notre indépendance parce qu'on a été soutenu par l'Égypte de Nasser, par l'Union soviétique, par la Yougoslavie de Tito. ماهوش حرام tu utilises la pression étrangère. بصح باش انا je vais appeler Donald Trump pour renverser Tebboune, pour moi c'est de la trahison. On veut lutter pour changer l'Algérie. ماشي pour diviser l'Algérie نردوها comme le Yémen ou la Syrie ou la Libye. Je pense que ça n'a pas de sens, hein, et ça n'a pas de sens, il faut être un peu raisonnable. Donald Trump d'ailleurs, il s'en fout de nous, il s'en fout de l'Algérie, il est pas là pour, Donald Trump, il est là pour défendre ses intérêts. Mais il n'est pas là pour chercher le bonheur des Algériens et des Algériens. Le bonheur des Algériens et des Algériens, il n'y a que les Algériens et les Algériens eux-mêmes qui peuvent l'obtenir et qui doivent travailler pour. Alors, le Maroc soutient des opposants de l'Algérie comme la France, le Mali, Haftar en Libye. Oui, et écoute, c'est vrai, il y a des opposants marocains qui sont soutenus par des opposants algériens qui sont soutenus par par le Maroc. On a vu Hicham Aboud, le cas de Hicham Aboud, etc. Mais bon, entre guillemets, l'histoire de Hicham Aboud, c'est mal terminé pour le Maroc. Ça s'est terminé par un scandale. Il les a filmés, il les a espionnés, au Kharjit Betbehdi à l'international. Maintenant, tu me dis, le Maroc soutient les opposants. Entre guillemets, oui, comme l'Algérie soutient aussi les opposants marocains. Tu me dis le MAC, oui, il y a un soutien non institutionnel de certains lobbies marocains pour le MAC. Mais l'Algérie aussi soutient les séparatistes du RIF. L'Algérie fait de même. Dans une guerre de rivalité, il y a toujours les régimes essayent de déstabiliser leurs adversaires en se rapprochant de leurs opposants. Ça c'est vrai, mais le Maroc n'a pas armé le MAC, ou il a donné des armes au MAC, ou il a donné, allez-y au MAC, prenez les armes et libérez la Kabylie, etc. Non, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Donc soyons raisonnables. Il faut être logique, il faut être factuel. Il y a une rivalité, il y a des coups bas de part et d'autre. Nous, en tant que sages, moi, j'ai toujours appelé les sages en Algérie et au Maroc à ne pas tomber dans les manipulations du régime, des deux régimes, et je propose une troisième voie, qui est la voie de la réconciliation et de la fraternité, pour une raison simple. Vous pensez que la France, elle serait encore stable, elle tiendrait encore aujourd'hui face à toutes les crises qu'elle a subies s'il n'y avait pas l'Union européenne? Vous pensez que les Européens, ils sont bêtes d'avoir fait la paix entre eux? Les Européens, ils ont eu 2 guerres mondiales. Pourquoi, selon vous, les Allemands et les Français, qui se sont détestés pendant des siècles, ils se sont dit, c'est le moment pour nous de faire l'unité, de faire l'Union européenne? Parce qu'ils ont compris que tout seuls, ils vont être réduits en esclavage par d'autres grandes puissances. Qu'ensemble, dans la paix et dans l'union, ils pourraient garantir leur richesse et leur prospérité. C'est ce qui s'est passé. L'Europe, c'est-à-dire les Français et les Allemands, qui ont fait 2 guerres mondiales, ils se sont réconciliés. Pourquoi nous, avec le Maroc, on n'a eu qu'une guerre de sable, et on a eu 2 affrontements militaires très très limités à Ngala, les années 70. Au contraire, les Marocains nous ont soutenus pour la guerre de libération nationale. On a soutenu le Maroc dans pas mal d'épreuves historiques. Donc il y a des partages, et des familles communes, etc. Moi, je privilégie toujours l'unité. Moi, je suis pragmatique. Quelqu'un qui veut du bien à son pays, c'est quelqu'un qui cherche à ce que son pays entretienne des bonnes relations avec tous ses voisins. Maintenant, si quelqu'un déteste son pays, veut le malheur de son pays, on dirait les guerres, ça n'existe pas. On a vu comment je m'attendrais, ça monte un peu. On peut, vraiment un peu, on est à 200, mais voilà, c'est mieux que rien, franchement, bon, à 23h, c'est mieux que rien. De toute façon, nous, on aime notre communauté, on les respecte, on la respecte, même s'il y a 20 personnes, on est prêt à en parler. De toute façon, je rappelle que tous ces lives seront disponibles sur notre chaîne YouTube dès le lendemain, que celles et ceux qui nous ont ratés ce soir peuvent retrouver l'intégralité de ces échanges sur notre chaîne YouTube, et que dans les prochains jours, on vous promet, on va commencer à une heure beaucoup moins tardive, et voilà. C'est quand vous nous rendez visite au Maroc? Prochainement, bientôt, mais j'ai pas de date encore à vous communiquer, même si nous avons un de nos collaborateurs qui est là-bas en ce moment, et nous vous avons déjà partagé des vidéos sur notre chaîne YouTube, sur l'ambiance de la CAN,
dans le stade de Rabat et dans l'hôtel même de l'équipe nationale d'Algérie. Vous pouvez les retrouver, ces vidéos en short. Étalon royal, la fin du dinar. On fait comment maintenant? Étalon royal. J'aurais aimé que le dinar algérien connaisse sa fin. Pour le moment, on n'est pas à la fin du dinar. Il n'y a pas de projet de créer une nouvelle monnaie en Algérie. Abdelmajid Tebboune a refusé ce projet, cette option. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait peur. Parce que pour changer de monnaie, d'abord, il faut avoir une administration fiscale puissante. Il faut avoir un système financier et des banques puissantes. Il faut avoir une économie solide. Il faut avoir un État bien gouverné. Mais Chimil Habba ou Dabba, ils changent de monnaie. Les gens ne comprennent pas. Les gens croient que la monnaie, c'est monopole. Je décide demain, je remplace le dinar par le dollar. Ça marche pas comme ça. Un pays, c'est pas une supérette. C'est pas un taxiphone ou un cybercafé. Un pays, c'est des structures économiques. Un pays de la taille de l'Algérie, je rappelle, c'est un immense territoire. On rappelle encore une fois que les Algériens, même les Algériens ne sont pas conscients de l'immensité de leur pays. C'est presque le 10e plus grand territoire du monde. Je le rappelle. De deux, on est presque 50 millions d'habitants. On est aujourd'hui 48 millions d'habitants. Avant 2030, dans 2028, on sera 50 millions d'habitants. C'est-à-dire, on va dépasser l'Espagne bientôt. On aura une population plus importante que celle de l'Espagne. Donc, dans un pays de la taille, de l'importance de l'Algérie, pour gérer la question de la monnaie, il y a des conditions requises. Il y a déjà un terrain qu'on doit préparer. D'abord, pourquoi il faut changer la monnaie? Si tu changes la monnaie pour maintenir la même organisation économique actuelle, c'est-à-dire dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, dépendance vis-à-vis des importations, production industrielle faible, niveau de croissance faible, je crois on n'a rien fait, quasiment on n'a rien fait. La nouvelle monnaie va être plus faible va être aussi faible que le dinar si ce n'est plus faible à l'avenir. Le changement de la monnaie, l'Algérie n'est pas capable aujourd'hui de le mener parce qu'on n'est pas dirigé par des compétences, de un. De deux, on n'a pas de vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Algérie? Les dirigeants algériens, qu'est-ce qu'on veut faire de l'Algérie? Sécurité, l'unité nationale, pas d'ingérence étrangère, des slogans. Mais tous les pays du monde veulent la sécurité. Je connais. Même les animaux du Zot al-Hamma, on veut la sécurité. Mais ils n'ont pas de vision, n'ont pas de projet. Regardez l'Arabie Saoudite, ils ont fait une vision 2030. Le roi Mohammed Ben Salman, Dubaï, les Émirats, ils ont une vision. Dans les années à venir. Singapour, l'Union Européenne, les États, tous les pays structurés et qui se sont développés, ce sont des pays qui ont créé des visions, qui ont eu des stratégies, qui savaient, qui se sont fixés un objectif dans les 10 années à venir et qui ont travaillé pour atteindre cet objectif dans 10 ans ou dans 30 ans. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On ne sait pas. On veut être un pays industrialisé? Oui, mais dans quel domaine? Hydrocarbures, pétrochimie, mécanique, électronique, énergie renouvelable. Le monde change, intelligence artificielle, nouvelles technologies. On veut privilégier le secteur des services ou le secteur de l'industrie manufacturière. On veut du tourisme. Quel type de tourisme? Tourisme d'affaires, tourisme de masse, tourisme international, tourisme intra-africain, une vision, une stratégie. Le jour où on aura une vision, on aura une stratégie économique, on saura atteindre un objectif, ce jour-là, on pourra parler du changement de la monnaie. On n'a pas de banque. Vous avez vu, ils ont voulu interdire le cash à partir de cette fin janvier 2026. Plus de cash. Personne ne doit payer, les commerçants ne doivent pas verser du cash dans leur compte bancaire et donc les clients ne doivent pas les payer en cash. Il faut tout payer par carte ou par chèque. Ils ont reculé. En une semaine, ils ont compris. Comment tu peux faire de pas payer en cash dans un pays où 60 ou 95% des transactions commerciales se font en cash? Comment est-ce possible? Mais c'est pas possible. Il faut avoir un système bancaire, il faut un taux d'inclusion financière. 66% des Algériens n'ont pas accès à un compte bancaire. Comment tu peux éliminer le cash? On est très loin. On est très très loin. Vous pouvez pas imaginer le sous-développement de la affaire. Mais ça m'a le paiement en ligne, mais ça m'a le paiement mobile. On veut éliminer le cash. Et les commerçants, ils veulent par exemple convertir leur... même pas les machines pour déposer le cash, les banques algériennes. Tu vois, la banque, tu demandes une carte bancaire, ils veulent 45 jours, 2 mois. Un chéquier, 1 mois. Et comment on est un pays en 2025? Donc on ne peut pas parler de changement de monnaie, on est vraiment loin. Étalon royal toujours. Pourquoi la grève des transporteurs continue et Tebboune ne les écoute pas? Parce qu'il ne sait pas quoi leur dire. La grève des transporteurs dont personne ne parle, On est l'un des rares médias à en parler chaque jour.
elle a paralysé 70% du territoire national. Les camionneurs, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, le taux de suivi de cette grève il va de 50 à 70% selon les wilayas. On commence à avoir des pénuries de produits de large consommation, notamment dans les wilayas du sud du pays. Il y a des stations d'essence qui ne sont plus alimentées en carburant, parce que les camionneurs et les transporteurs ne veulent pas travailler. D'abord, déjà, le mépris qu'on a à l'égard de ces transporteurs. Le mépris. La moindre des choses. Normalement, tous les médias en parlent. Elle m'a chef des reportages. Censure. Faut pas parler des problèmes en Algérie. Déjà, regardez le régime algérien. Il reconnaît même pas l'existence du problème. Quand tu fuis le problème, quand tu fuis la réalité, tu peux pas régler un problème que tu veux même pas reconnaître. Il faut déjà reconnaître qu'il y a une grève. Il faut comprendre pourquoi il y a une grève. Et maintenant, comment résoudre le problème? Moi, j'avais déjà fait une émission étant le Royal et j'avais deux propositions très simples pour que cette grève s'arrête. Et d'abord, cette grève, elle est légitime. On leur met un code de la route ou une amende, elle est la moitié du SMIC. Donc, il veut une amende 12 000 dinars. عندك le vitre sale 3 000 dinars. عندك 8 000 dinars. C'est-à-dire, tu vas laisser ton argent directement avant de rentrer chez toi, on va te dépouiller. C'est comme si demain, on va imposer aux Français et aux Françaises des amendes de la moitié du SMIC. 550 €, 800 €, 1000 €. Mais les gens vont devenir fous. Je paye une amende. C'est pas normal. Il faut suspendre le projet du code de la route. Le projet du code de la route, il est noble dans ses intentions. Réduire les accidents de circulation, limiter les morts, protéger la vie des gens. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord là-dessus. C'est des intentions qui sont nobles et qui sont même légitimes. Mais les amendes, le système, les amendes financières qui ont été imposées dans ce code de la route n'ont aucun sens. Par exemple, avec une amende de 12 000 dinars, le pneu il est en mauvais état. Mais qu'est-ce que les pneus faites dire? Comment je dis un pneu en bon état? Et vous interdisez l'importation des pneus. Il y en a qui ont l'oblis, mais vous وين نجيب البنو انا منين نجيبو نخلقو non mais il faut être fou. Et après vous demandez aux transporteurs comment ne pas comprendre. Il n'y a pas de pneus. Qui veut rouler avec des pneus en mauvais état? Il faut être fou. Vous payez la moitié du SMIC. Entre 8 000 à 12 000. Par exemple, il n'y a pas d'eau. Il y a des quartiers où il n'y a pas d'eau. Une semaine. Mais عندك vitre sale. 3 000 dinars. ما عنديش الماء باش نغسل الفيتر بالبزاخ. Comment je fais? Il faut être logique à un moment donné. Ça n'a pas de sens. Il faut absolument changer cette connerie. Les dirigeants تبونوا جماعتو عايشين في club des pins. Eux, ils ont l'eau chaque jour. Ils ont les pneus. Ils ont la bouffe. Ils ont la nourriture. Ils voyagent à l'étranger. L'Italie, Suisse, etc. Luxembourg, etc. ماهمش عايشين مع الجزائري. Ils ne vivent pas avec le peuple algérien. Ils ne vivent pas. والله يا جماعة ما على بالهم le peuple algérien. Est-ce que vous pensez que les dirigeants, les ministres algériens, ils sont pris en charge? Logement, la bouffe, le chauffeur, les gardes-corps. Ils savent pas ce que c'est que ne pas terminer les fins de mois, ne pas avoir à manger, ne pas avoir 1 kilo de viande. Ils savent pas ce que c'est un SMIC. Ils savent pas ce que c'est que la moitié du SMIC. Aïcher dans un autre monde. Il faut absolument arrêter ce projet. Il faut faire des amendes. Fais-moi une amende 300 dinars, 400 dinars, 500 dinars. Gagne l'amende de 5000 dinars. Délai une amende la moitié du SMIC. Ça n'a pas de sens. C'est du racket. C'est pas des amendes, c'est du racket. Donc les camionneurs, il faut les comprendre. Deuxièmement, les prix des carburants. 33% pour le GPL. 33% du prix du GPL qui a augmenté. D'un coup. Vous imaginez, est-ce que vous vous mettez à la place d'un taxieur, d'un chauffeur de bus, d'un camionneur qui utilise le GPL? Son plein augmente de 33%. Où je prête le bénéfice. Qu'est-ce qui lui reste comme bénéfice? Rien. Comment il peut gagner de l'argent? Il n'y a pas les pneus sont chers, les pièces détachées sont chères, ou des carburants sont chers. Des augmentations qui sont injustifiées. Au pays du gaz, le gaz augmente de 33%. Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens. Au pays du pétrole, on augmente le carburant, le diesel, on augmente de 7%. Alors que les salaires évoluent à 1%. Ça n'a pas de sens. Les gens en ont marre, ils en ont vraiment marre. Alors, la meilleure, c'est la taxe pour la Tunisie. C'est la meilleure, la taxe pour la Tunisie. Je sais même pas est-ce qu'il est vraiment. Je pense que celui qui a fait la taxe sur la Tunisie est un Norvégien ou là un Danois. C'est pas un Algérien, gars. Est-ce que c'est pas tout bien la taxe sur la Tunisie? Alors, depuis janvier, quand on part en Tunisie, l'année dernière, on payait 500 dinars. C'est logique, ok. En Tunisie, le carburant coûte 3 fois plus cher. Je comprends. Le carburant, il est subventionné en Algérie. L'État algérien te demande de rembourser le prix du carburant que tu as payé en Algérie.
pas de problème. هاد العام 1000 dinars, première sortie. شغل دخلت على discothèque, ماشي à Tunisie. Deuxième sortie, 5000 dinars. Je paye 5000 dinars pour aller en Tunisie. Troisième sortie, 10 000 dinars. Et après la troisième sortie, la quatrième, 25 000 dinars. زوج ملايين و500. Juste pour prendre ta voiture et partir en Tunisie. Mais attendez, mais il faut être fou pour penser comme ça. De quel droit? De quel droit, Anaya, j'ai une voiture, je pars en Algérie, en Tunisie et je paye autant. Et je paye tout ça. De quel droit? Mais aucune logique économique. Je suis algérien. Ok, l'essence c'est pas cher chez moi. Tu me fais payer le plein. On a proposé une solution dans notre émission tout à l'heure. Ok, le plein 1000 dinars, je rends 1000 dinars à l'État. Et je pars en Tunisie. Mais tu me demandes de payer 10 000 dinars, 55 000 dinars, on bat 25 000 dinars. Oh, on en est à l'Algérie. Ça n'a pas de sens. Donc les taxieurs qui travaillent entre Annaba et Tunis, ils peuvent pas travailler. Ils font plusieurs sorties. Donc ils doivent payer 25 000 dinars. Donc, شحال la course? Maintenant la Tunisie, on va payer شحال? 5 ملايين pour aller en Tunisie. Je crois qu'on a رايحين Tahiti ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils ont fait des lois qui ne tiennent pas compte des réalités locales, du pouvoir d'achat des Algériens, les Algériens. Tebboune et ses dirigeants n'ont pas compris que leur peuple, il est pauvre. Il est très pauvre. C'est quoi le salaire moyen en Algérie? Il est de 42 000 dinars, l'équivalent de 200 euros, 200 et quelques euros. Au taux de change parallèle, au véritable taux de change, il est à peine de 200 euros. Même pas, même. Donc il faut arrêter les conneries, il faut enlever le code de la route et les augmentations des prix des carburants et vous allez voir que la grève va cesser. Mais ce qui m'inquiète, c'est que même pas le conseil, ils n'ont pas fait de conseil des ministres. Il n'y a pas eu de réunion. Ils ont fait juste une réunion avec avec des pseudo-syndicats un vendredi entre deux couscous au siège du ministère de l'Intérieur et des Transports. Ça ne peut pas durer comme ça. Franchement, ça ne peut pas durer comme ça. Allez, mesdames et messieurs, on va rajouter encore 15 minutes. Vous êtes un peu fatigués. 15 minutes et on vous laissera. Que pensez-vous des augmentations du fanatisme religieux ces dernières années? Le fanatisme religieux, il augmente parce que la pauvreté augmente. Faut dire la vérité. Est-ce qu'il y a du fanatisme religieux en Suisse, où les gens sont bien, sont prospères? Est-ce qu'il y a du fanatisme religieux en Suède? Est-ce qu'il y a du fanatisme au Luxembourg, à Singapour, à Dubaï, ailleurs? Non, non. Le fanatisme religieux, il vient d'où? De la misère. Les gens, quand ils ont beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, ils s'accrochent à une certaine interprétation de la religion. Ils commencent à voir le Coran, ils disent il y a une solution, parce que toutes les portes sont fermées. C'est quand il y a une angoisse collective, une angoisse généralisée, que les gens s'accrochent aux religieux et qui deviennent fanatiques parce qu'ils pensent que la religion va régler leurs problèmes. Or, on sait tous, si on a fait l'expérience, la religion ne règle pas les problèmes. La religion ne va pas te permettre de devenir plus riche, de faire de l'essence, ou de partir, de te soigner, ça c'est autre chose. La religion, c'est la foi, c'est la spiritualité, mais malheureusement, quand on est à un moment de faiblesse, on s'accroche à quelque chose. On va pas tarder encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Albert Monaco. Khoya Abdou, il faut un gouvernement qui ne pense pas à ses intérêts personnels. Barakallah fi Khoya Albert. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, Albert, il faut un gouvernement de gens d'abord qui vivent avec les Algériens et qui connaissent un peu leur histoire et qui connaissent leur réalité et qui font des lois favorables à l'intérêt général, pas à leurs intérêts. Pourquoi ils ont fait toutes ces lois, toutes ces nouvelles taxes? Pour réduire le déficit budgétaire. En Algérie, malheureusement, il y a un déficit budgétaire énorme, qui dépasse les 40 milliards de dollars. C'est-à-dire, l'État dépense beaucoup plus d'argent que ce qu'il en gagne. Et comme ce déficit menace la stabilité des finances de l'État, et explique en partie la dégringolade du dinar, et explique aussi la fin des réserves, l'épuisement des réserves de change, on cherche des solutions pour récupérer de l'argent. Ils pensent que c'est de la faute des citoyens. Il faut faire payer les Algériens pour récupérer de l'argent. C'est du racket. Un mafieux, il a perdu de l'argent, il va voler les autres pour s'enrichir. L'État est mal géré. Donc il est géré comme ça. Même si on fait des taxes à 1 milliard, on va jamais régler le problème.
On va jamais régler le problème. Donc, le pays, il est mal géré. Il est profondément mal géré. Comme il est mal géré, donc on va pas avancer. La solution, c'est pas d'imposer des nouvelles taxes, c'est de changer le mode de gouvernance, créer de la richesse, créer des emplois, favoriser les investissements, diversifier l'économie nationale, avoir de la croissance. C'est la véritable solution. Béchir X, j'ai l'habitude de... Ouais, Béchir que qu'on apprécie beaucoup. Ah, Béchir X, penses-tu que Hossein Aït Ahmed, Allah yarhamou, aurait fait un bon président? Par rapport à qui, Béchir? Par rapport à Tebboune? Franchement, même Souilah aurait fait un bon président. Si tu compares, oui, bien sûr. Oui, oui, Hossein Aït Ahmed est un démocrate, patriote, très ouvert d'esprit. Oui, oui, il était dans le dialogue, dans le compromis. Absolument Bachir, il aurait fait un bon président. On lui a jamais lancé. Il avait ses défauts, il avait ses torts. On lui a reproché une gestion autoritaire du FFS, on lui a reproché un certain clanisme, on lui a reproché certaines dérives. Il n'est pas un ange non plus. Mais je pense qu'il aurait fait un bon président. Il aurait pu être un bon président. Maintenant, avec des si, on pourrait mettre Paris dans une bouteille, hein, comme on dit. C'est-à-dire que on l'a jamais vu à l'œuvre, donc on pourrait pas savoir. Ahlan wa sahlan, marhaba bikoum, ya jama'at al-khair. Est-ce qu'on peut prendre encore quelques questions? Comme ça, à 23h45, on vous libère et on vous donnera rendez-vous une prochaine fois pour une... Chattah. Ah, merci beaucoup, Chattah. Que faire concrètement pour éjecter ce régime? D'abord, Chattah, on ne pourra pas changer le régime en Algérie tant que nous n'avons pas une société civile mature. Mujtama' madani. C'est-à-dire que nous avons des Algériens et des Algériens qui s'insultent pas entre eux. Ah, on veut m'interrompre le live, expliquez-moi. À chaque fois, on me demande de faire ça. Nous avons été signalés à Jma'at al-Khair. Est-ce que vous pouvez partager ce live massivement? Parce que nous avons tapoté beaucoup, parce que là, on a été signalés, ils voulaient interrompre notre live. Essayez de tapoter au maximum, s'il vous plaît. Alors, je reviens à ta question. Nous avons besoin d'une société civile. C'est-à-dire, Mujtama' Madani, des associations, des comités de quartier, des collectifs citoyens, qui militent sur le terrain, qui militent pour des causes, qui ont une notion de la défense, de la nécessité de défendre, qui comprennent ce que c'est que l'intérêt général. Aucun changement dans n'importe quel pays n'aurait été possible sans société civile, premièrement. Deuxièmement, une opposition démocrate, structurée, unie. Maintenant, une opposition structurée unie. Nous avons des opposants qui s'insultent entre eux sur les réseaux sociaux. Certains sont en prison, d'autres sont exilés, d'autres sont interdits de quitter le pays, d'autres sont interdits de parler. On est divisés. On a bien vu que le Hirak n'a pas réussi parce qu'il y a eu trop de divisions et qu'il n'y a pas eu de structuration. Il n'y a pas eu un projet politique commun, il n'y a pas eu une unité. Il y a eu les crises des égos, Hada il veut être la star, Hada il veut être le leader, donc pas une opposition. Donc deux conditions que nous n'avons pas. Troisièmement, c'est important aussi, il faut le dire, il faut une volonté à l'intérieur du régime. S'il n'y a pas de volonté de changement, et si on ne fait pas une union, et si on n'essaye pas de faire alliance et d'avoir des alliances à l'intérieur du régime, on ne pourra pas changer. Ça ne peut pas changer. Et ça ne va pas changer. Parce que le régime, il existe parce que il est l'émanation du peuple. Les dirigeants algériens n'ont pas été parachutés depuis le ciel. Ils viennent pas dans notre pays. Le régime algérien, il perdure, il prospère parce que il y a des dysfonctionnements dans le pays, il y a des défaillances qui le maintiennent en vie. Donc, si on veut changer les choses, on a besoin d'une alliance à l'intérieur, au sein des services de sécurité, au sein de l'institution militaire, et vous allez voir, regardez dans l'histoire de l'humanité, tous les changements utiles, progressistes, voilà, qui ont apporté des changements positifs pour le pays, pour les pays, ou qui ont apporté de la démocratie ou du développement, il y a eu une dynamique entre la société civile, l'opposition et l'intérieur du régime. Donc, ramenez les trois conditions essentielles. Et puis, voilà, il faut un environnement géopolitique. حنا عندنا مضاربين مع كاع لي بوبل، مضاربين مع كاع لي بيي، غير مع المغرب، ماشي مشكل مع لا ليبي، مشكل مع لي بيي دو ساحل، مشكل مع لا فرنسا، problème avec l'Espagne. On ne peut pas changer la sérénité. Il y a trop de tensions qui entourent notre pays. Trop de tensions.
Et ces tensions-là, malheureusement, empêchent un changement interne, harmonieux. Mais pour simplifier, tant qu'il n'y a pas une société civile, une opposition structurée et sérieuse et rigoureuse, et une alliance, une conjonction, et des passerelles avec une volonté à l'intérieur du régime de changer, on ne pourra pas dégager ce régime. Ça va être très difficile. Ou les changements de l'extérieur, Donald Trump, il va bombarder Tebboune, il va kidnapper Tebboune, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Là, je suis dans la Libye, regardez la Libye dans quel état. La Tunisie, Ben Ali, regardez la Tunisie, elle est dans quel état. Les changements qui viennent avec des pressions étrangères. Saddam Hussein, il a été tué, enlevé à une puissance étrangère, etc. Les talibans, on les a dégagés, 10 ans après, ils sont revenus. Ça ne marchera pas. Les ingérences étrangères, elles ne font que compliquer le problème. Les pressions, oui, on peut utiliser, il y a une différence entre ingérence étrangère et pression étrangère. Par exemple, les Algériens sont très nombreux en France. On aurait pu utiliser des institutions européennes et notre présence en France pour presser le régime, pour le forcer à se démocratiser. Ça, oui, c'est une utilisation d'une pression. Utiliser la pression américaine, faire du lobbying au niveau des institutions américaines, etc. pour désigner Tebboune comme dictateur, pour lui faire de la pression. Ça, oui, c'est utile. Mais l'ingérence, c'est autre chose. C'est complètement différent. Alors, elle est où Zoubida Assoul, Haki Zrilesh, etc. Je m'ai mis nos good life. Dis-nous la good life dans les commentaires, sinon on va être interrompu, on va être saboté, on est signalé. Écrivez tous good life s'il vous plaît, comme ça les algorithmes de TikTok vont nous reconnaître et ben ils vont nous permettre de reconnaître ce live comme étant utile et sympathique. Voilà, good life, merci la main sur le cœur, voilà. Écrivez tous good life s'il vous plaît. Que tout le monde écrive good life parce qu'ils veulent nous saboter, ils veulent vraiment nous interrompre. Et là, des fois TikTok m'interrompt, il me demande de faire un petit test, etc. Et ça commence à être vraiment fatigant, donc nous avons besoin de votre soutien. Merci de le faire. C'est très simple, ça vous coûte rien, c'est juste good life. Et merci beaucoup pour les fleurs et les cadeaux que vous nous envoyez. Ah, donc, elle est où Zoubida Assoul, Zrilesh, est resté seul, pourtant il a été dans son parti politique, je suis d'accord, la main sur le cœur, je suis complètement d'accord. Et ce que je disais, une opposition déstructurée. Voilà, Zoubida Assoul, elle est avocate, elle est à Alger, elle a ses qualités, elle a ses défauts, elle a eu des problèmes avec des détracteurs, elle a des partisans comme des détracteurs, malheureusement. Nous, premièrement, je suis dans les individualités, Zrilesh, Karim Tabou, la Bouma, Fodil Bouma, il n'y a pas une structure, il n'y a pas une opposition qui dépasse les égaux. Regarde, les Algériens, c'est quoi notre problème? Notre problème, c'est que on s'intéresse aux individualités, on s'intéresse pas aux idées. On s'intéresse pas aux idées, on s'intéresse pas aux revendications, on s'intéresse pas aux valeurs que défend la personne. L'opposition, elle est un peu responsable. Ou je sais les divisions, la radicalité, ou les anciens de Bouteflika, on n'a pas voulu récupérer ce qui a été de bon de l'époque de Bouteflika, le nihilisme et la radicalité dont nous avons fait preuve à l'époque du Hirak, explique la situation d'aujourd'hui. Je te fais un mot le régime Tebboune a été instauré à la suite du Hirak. S'il n'y avait pas le Hirak, Tebboune aurait fait club des pains, il dirait le footing. Ou il doit le habs. Il n'aurait jamais été président de la République, Tebboune, s'il n'y avait pas le Hirak. Donc il y avait les ratages du Hirak qui ont mené au régime Tebboune. Donc je rappelle, encore une fois, qu'il faut tirer la leçon. Il ne faut pas être dans la radicalité, il faut s'intéresser aux valeurs et non pas à la personne. Et il faut essayer de trouver des solutions pour garantir l'unité. Tout à l'heure, il y avait une question d'un certain Podolski, ça me rappelle Polskoy, Poiscaille, voilà, qui demandait est-ce que Tebboune peut sauver l'économie nationale. Ah, il est en train de la bousiller. Comment il va la sauver? C'est lui le problème. On peut pas demander à celui qui a créé le problème d'apporter la solution. Voilà. Merci pour l'avoir épinglé encore une fois, Poiscaille. Voilà, il peut pas, il est lui-même le problème. Il peut pas sauver. C'est lui qui l'a fait couler, il est en train de la faire couler avec sa politique trop autoritaire, trop brutale. Le régime Tebboune, c'est pas son problème, c'est qu'il gère l'économie comme il gère la politique. Il pense qu'avec la prison, la brutalité, l'autoritarisme, l'absence, le refus du compromis, il pense qu'il peut développer économiquement le pays. C'est pas vrai. L'économie n'aime pas la brutalité, elle aime la souplesse. L'économie, il faut préserver la liberté d'entreprendre. L'économie n'aime pas la prison, jugement, redressement, enquête, arrestation. Pour un peu de pompe de terre, tu vas 15 ans de prison. Pour avoir stocké de la tomate, 10 ans de prison. Ah, comment tu peux construire une économie dans ce... C'est pas possible. Moi, je l'ai toujours dit, le régime Tebboune, il veut une presse sans journalistes, il veut un État
sans opposant, sans parti politique, il veut une économie sans entreprise, sans entrepreneur. Tu peux pas, c'est pas possible. On ne pourra jamais s'en sortir comme ça. Et généralement, celui qui cause le problème ne peut pas apporter la solution. Il faut écarter celui qui cause le problème pour pouvoir apporter la solution. Il n'y a plus d'eau, mais c'est pas grave. Je peux voir. Juste un peu d'eau, s'il vous plaît. Alors, Amarche 2. Pourquoi ils ont fermé le dossier de Ibtissam Hamlaoui? Pour la question. Moi-même, je n'ai pas compris. La vérité, Ibtissam Hamlaoui, c'est le mystère du siècle. Pas le mystère de l'année. Pour moi, c'est le mystère du siècle en Algérie. Ils l'ont fermé parce qu'ils ne veulent pas la limoger. Ils ne veulent pas l'éjecter. Du moins, ils ne veulent pas la remplacer ou la mettre à l'écart tant que nous, on continue de parler d'elle. Tebboune, il a un défaut. Je vais vous dire lequel. Excusez-moi, juste je vais boire un verre d'eau et je vous le dis. Tebboune, il a un défaut. Quand on parle, tant qu'il y a la pression, il n'aime pas son entourage, c'est ce qu'il nous dit son entourage, c'est que Tebboune ne veut pas décider sous la pression. Il n'aime pas qu'on lui dicte sa conduite ou qu'on l'oblige à prendre des décisions. Quand un de ses responsables, un de ses collaborateurs, comme Ibtissam Hamlaoui, qu'il a placé lui-même à la tête du Croissant Rouge algérien en 2022 et à la tête en mars 2025, à la tête de l'Observatoire national de la société civile. Comme elle est l'un des symboles de son pouvoir, comme si nous qui l'avons dénoncé, nous, c'est-à-dire l'opposition, les réseaux sociaux, la société civile, la population, il ne veut pas la remplacer ou la changer ou l'éjecter tant que la polémique enfle autour d'elle, tant que des voix médiatiques considérées comme des opposants à Tebboune demandent son départ. Non. Mais Tebboune, il veut faire un changement quand lui il décide. Sur Louis XIV à Versailles, il veut pas que le peuple lui dicte sa conduite, il veut pas que la cour lui dicte sa conduite. Quand il le veut lui, il la changera. C'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi il veut pas se débarrasser? Parce qu'elle a des preuves sur eux. C'est tout. Ibtissam Hamlaoui, si demain elle est éjectée, elle va parler. La demoiselle a des preuves, elle a des photos, elle a des vidéos. Ben, c'est beaucoup de pour le chapeau et les moustaches. Elle a des vidéos, elle a des photos, elle a des enregistrements. Il s'est passé des choses. Pas catholique. Voilà, on est en famille, je peux pas le dire. Vous avez tous bien compris l'histoire de Ibtissam Hamlaoui. Je vais pas vous faire un dessin. Donc elle leur fait du chantage. Elle veut partir ambassadrice. Elle veut devenir ambassadrice. Au départ, elle voulait devenir ministre. Quand il y a eu le scandale, la polémique, quand il y a eu le scandale, quand son scandale a éclaté, quand elle a commencé à être insultée par tout le monde et détestée, elle veut partir, mais elle veut un poste d'ambassadrice, parce qu'elle s'est habituée au pouvoir. Et elle veut une paye en devise, elle veut une résidence, mais tu vas la nommer ambassadrice où? Où? Qui? Parce que, il faudrait d'abord, vous imaginez qu'une telle personne va représenter l'État algérien à l'étranger? Un ambassadeur, c'est l'équivalent du chef d'État, du représentant. C'est comme le président de la République de ce pays, d'un pays, en poste dans un pays étranger. Vous imaginez si elle peut être, c'est Ibtissam Hamlaoui ambassadrice? Moi, franchement, moi, je voudrais bien qu'on se débarrasse d'elle. Je sais pas si on peut la nommer au Burundi ou la Madagascar, ou là, si on peut la nommer dans un pays lointain, catastrophique, qui la garde pour toujours. Mais, boire, que l'État soit représenté par une telle personne, qui traîne des casseroles et un scandale grave. N'est pas ambassadeur qui veut. Pour être ambassadeur, il faut avoir quelques vertus, quelques compétences, du parcours. Il y a un 5 sur 20 en examen de médecine. Faut pas déconner. Et on sait tous comment on est arrivé au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de la fermer. Djabou Yassine Ben Chattah, meskin, l'homme qui a déclenché le scandale Ibtissam Hamlaoui. L'abouhalou, قال له ادخل البلاد. نحاو le passeport. Il est sans passeport, secteur. S'il parle, il va aller en prison. Oui, ils essaient de nous faire taire, ils essaient de nous faire oublier l'affaire Ibtissam Hamlaoui, mais nous, on va pas l'oublier. Alors, et ce ministre de l'Intérieur, c'est ça? Non, Tebboune est-il reconnu comme dictateur, étalon royal? Bien sûr qu'il est reconnu comme dictateur.
Bien sûr, c'est très difficile de ne pas traiter de dictateur quand même. Hein. Quand on emprisonne quelqu'un pour un message sur Facebook, quand on condamne à mort des journalistes, quand on empêche quand on organise une élection présidentielle bâclée, quand des candidats qui ont voulu être contre son deuxième mandat sont en prison avec leurs enfants, comme l'affaire Mskina dont personne ne parle, on parle beaucoup de Ptissem Hamlaoui, personne ne parle de Saïd Anerza. Saïd Anerza est en prison. Deux de ses enfants sont en prison, et son fils adoptif est en prison. Toute une famille. Toute une famille en prison. Et pour moi, je vois pas de différence entre Tebboune et Maduro. Je vois pas beaucoup de différence. Sauf que le bilan de Tebboune n'est pas encore aussi catastrophique que Maduro. C'est tout. Bien sûr qu'il est reconnu comme un dictateur. C'est très difficile de ne pas le qualifier comme un dictateur. Même ses propres partisans reconnaissent. Mais c'est presque que c'était un bon dictateur. Comme s'il y avait de bons et de mauvais dictateurs. Alors, et ce ministre de la côté, il se croit qui Mehdi, ce ministre de l'Intérieur, c'est Saïd, il se croit comme étant le poids lourd du gouvernement. C'est un poids lourd du gouvernement. C'est un très poids lourd du gouvernement. C'est le ministre le plus puissant du pays en ce moment. Et il est dans le top 5 des dirigeants les plus puissants du pays. Il a des ambitions. Il a des ambitions. Il se croit. Après, est-ce que c'est de sa faute? C'est ça, Mehdi. En Algérie, les ministres ماشي ملاح نحينا علي عاون l'industrie s'est pas développée, toujours de scandale. نحينا Abdelaziz Jarrad, ça n'a pas changé. نحينا plusieurs ministres ont été changés. Écoutez, Mehdi, je vous dis la vérité. Le problème c'est Tebboune. C'est pas les ministres, il a du pouvoir, il a de l'influence, Saïd, mais c'est pas lui qui a décidé. Pour le code de la route, c'est lui qui a travaillé sur le projet. C'est lui qui l'a proposé, qui l'a défendu. Mais le montant des amendes, c'est pas lui qui les a proposés. C'est la présidence de la République. C'est une copie. Les ministres en Algérie n'ont aucune marge de manœuvre. Ce ne sont, en fait, en Algérie, on a un gouvernement parce que Tebboune a compris que dans la communauté internationale, il y a des conditions. Il faut un État avec un gouvernement. Le quand Tebboune il peut trouver le moyen de se débarrasser du gouvernement, il y a une cour qui m'a fait avoir Louis XIV, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Le souci, c'est que on a besoin de ministres. Et les ministres, c'est du fusible. C'est des marionnettes. On leur donne des missions. Saïd, vous pensez que c'est lui qui a choisi? On l'a critiqué à la tête du ministère des Transports. C'est lui qui a interdit l'importation des bus? C'est pas lui qui a interdit l'importation des bus. C'est Tebboune et Kamel Zik. C'est Tebboune qui a décidé de cela. Vous pensez que c'est lui qui décide vraiment de tout dans son secteur? Les ministres ne pèsent rien en Algérie. Vous changez Saïd, vous pouvez changer Kamel Zik, vous pouvez changer Ptissem Hamlaoui. Tant qu'on ne change pas de politique elle-même, tant que la doctrine Tebboune ne change pas, tant que la manière de gouverner de Tebboune ne change pas, le pays ne va jamais s'améliorer. Alors, y a-t-il toujours des tensions entre Tebboune et Chengriha? 76. Merci beaucoup pour cette question parce qu'elle devait faire l'objet d'une émission prochaine que nous sommes en train de préparer. 7CS. D'abord toujours, non, il y a pas eu de tension entre Tebboune et Chengriha. Des rumeurs circulent sur des tensions depuis la disparition de Saïd Chengriha à la fin de l'année 2025. Saïd Chengriha n'a pas participé au Conseil des ministres du 28 décembre 2025 et Saïd Chengriha n'a pas participé à la cérémonie du discours d'Abdelmajid Tebboune devant les deux chambres du Parlement, APN et le Conseil de la Nation, le 30 décembre 2025 à Club des Pins. Et ça a été une première. Et Saïd Chengriha jusqu'à aujourd'hui n'a pas fait d'apparition publique. Il n'a pas fait d'apparition publique. Nous avons fait une émission le 31 décembre pour apporter les réponses. Nos sources sont affirmatives, les sources les plus crédibles nous ont communiqué une information et nous avons pu pratiquement la confirmer, c'est que Saïd Chengriha, il est malade. Il était malade. Sa dernière apparition publique, c'était le 25 décembre 2025 à l'ambassade de Libye pour signer le registre des condoléances quand il y a eu le chef d'état-major des armées libyennes qui est mort dans un accident en Turquie. Et depuis, il a disparu d'abord parce qu'il était malade. D'abord, il est âgé, il est malade, et il a eu une très forte grippe qui s'assimile pratiquement à une forme de Covid. Il était pas opérationnel. Selon nos sources, il a repris son travail le plus normalement du monde. Il va au bureau, au ministère de la Défense, et il fait son travail. Maintenant, et en plus de sa maladie, il y a pas des tensions, il y a des divergences. Parce que Tebboune et Chengriha, ils s'entendaient à merveille. Chengriha soutient le deuxième mandat. Le Tebboune, faut savoir, il était l'un des défenseurs.
fervent défenseur du deuxième mandat de Tebboune. Saïd Chengheliha, il a purgé l'armée, il a domestiqué l'armée, il a imposé à l'armée l'autorité de Tebboune. Il a mis en prison, il a incarcéré tous les généraux, encore une fois, qui étaient potentiellement capables d'être contre Tebboune, de renverser son pouvoir, ou de le déranger, ou de le menacer, ou de le gêner. Chengheliha et Tebboune partagent les mêmes valeurs. L'autoritarisme, la nécessité de contrôler et de restreindre les libertés publiques et individuelles, le contrôle de l'État sur l'économie, le contrôle des entrepreneurs, et même sur le plan diplomatique, ils ont les mêmes positions. Les deux sont anti-marocains, les deux sont méfiants à l'égard de la France. Bon, Chengheliha n'est pas anti-français, faut le dire, n'est pas un anti-occidental, mais bon, ils sont pratiquement d'accord sur tout. Il y a des divergences qui commencent à voir le jour en raison de la révision de la Constitution. Le sujet de la révision de la Constitution commence à causer problème, parce que les partisans de Tebboune veulent imposer un troisième mandat déguisé, ou un troisième mandat de cour, ou un troisième mandat déguisé, à savoir rajouter 2 années supplémentaires au mandat de Tebboune, pour lui permettre de rester le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé de successeur à Abdelmajid Tebboune. Parce que nous avons une crise de succession. Maintenant, Abdelmajid Tebboune, il a fait 80 ans. Dans pas longtemps, dans 3 ans, il sera 83 ans. Et ses partisans savent très bien qu'il ne pourra pas aller au-delà de 2024 et que si, par malheur, il meurt ou il lui arrive quelque chose ou il tombe gravement malade, il ne pourra pas gouverner, il n'y a pas de successeur, ils vont revivre ce que le clan Bouteflika a vécu en 2019. C'est-à-dire, ils seront renversés, ensuite chassés du pouvoir, ensuite traqués, emprisonnés, neutralisés, détruits. Et leur vie deviendra un cauchemar. Donc, pour le clan Tebboune, il y a une priorité. C'est celle de trouver un successeur. Mais il faut du temps. Il n'y a pas de consensus. Parce que Tebboune, il a créé du vide autour de lui. Il a créé du vide, il a neutralisé. Toutes les personnalités politiques qui pouvaient émerger ont été empêchées de faire de la politique. Et dans le clan Tebboune, il n'y a pas beaucoup de monde. Qu'il y a Saïd Sayoud, qu'il y a le ministre de l'Habitat, comment il s'appelle, Belaribi, qu'il y a très peu de monde. Le clan Tebboune, c'est pas comme Bouteflika. Bouteflika, il a construit un clan. كان عنده يزيد سرهوني, كان عنده شكيب خالد, جاب سلال, il a fait alliance avec Yahya, جاب العمامرة, كان عنده طيب بلعيز, طيب لوح. Il y avait des poids lourds à l'époque de Bouteflika. Bouteflika, il a créé un clan. Tebboune n'a pas créé de clan. Pourquoi? Parce que Tebboune, il est égocentrique. C'est un assoiffé du pouvoir. Et c'est un mégalomane, et il fait pas confiance à personne. Il ne fait confiance à personne. C'est pas comme Bouteflika. Bouteflika, il a une légitimité, il a une histoire, il a un prestige, il a un passé, il a une expérience politique. C'est un Machiavel, c'est un rusé. Donc, il fallait absolument que pour le clan Tebboune, qu'il se constitue, qu'il se renforce pour pouvoir régler cette question de la succession. Donc, pour les partisans de Tebboune, pour les dirigeants du clan Tebboune, il faut garantir le maintien au pouvoir le plus longtemps possible de Tebboune en attendant de trouver une solution. Et là, les tensions commencent, les divergences. Pour le moment, c'est des divergences, c'est pas des tensions. Saïd Chengheliha, selon nos sources, ne serait pas d'accord, ni pour, ni favorable à un troisième mandat, comme il ne serait pas d'accord, ni favorable à un prolongement du deuxième mandat de Tebboune. Mais ça reste des hypothèses. Il y a beaucoup de rumeurs, nous n'avons pas pu tout confirmer. Vous savez, quand on parle à ce niveau-là, il y a trop de manipulations. Donc, toutes ces informations sont à prendre en conditionnel. Et quand on aura une information recoupée et vérifiée, on reparlera de ce sujet. Voilà, on terminera à minuit. Il y a encore 4 minutes et on termine. Les performances de l'équipe nationale à Cannes au Maroc va-t-elle donner du répit au régime? Non. Ça ne va pas donner du répit au régime parce que les Algériens ont mûri. C'est pas parce que l'équipe nationale va se qualifier en calme, même en demi-finale, qu'il n'y aura pas la grève des transporteurs, qu'il n'y aura pas la protestation populaire, pas du tout. Pas du tout, parce que maintenant les Algériens font la différence. On a déjà gagné cette canne en 2019, et ça n'a pas donné, on a fait Hirak, ça n'a pas arrêté, etc., etc. Au contraire, elle peut motiver encore davantage les Algériens à exiger du changement. Pourquoi? Parce que l'équipe nationale, c'est le contraire du régime. L'équipe nationale, elle fonctionne contrairement au régime. L'entraîneur, il est compétent. C'est un Suisse compétent, rigoureux, discipliné. Mais il y a les interventions, le favoritisme, la corruption. L'équipe, elle est un bon mélange entre des talents de la diaspora et des talents locaux. C'est le mérite, c'est la compétence,
C'est pour ça que cette équipe, elle brille. C'est le contraire du fonctionnement du régime algérien. C'est exactement le contraire.